le costume, c'est un vrai fil physique et texturé pour raconter une histoire. Le vêtement pour ajouter une couleur. Ces métiers-là, c'est pas des métiers, c'est des choix de vie. Vincent n'a pas d'écailles, comment c'est loin, divine. Alice Cambournac habille une nouvelle génération du cinéma d'auteur français. Elle signe également les costumes des 2 derniers films de Cédric Kahn, La Prière et Fête de famille, ainsi que ceux de la série de Rebecca Zlotowski, Les Sauvages, actuellement diffusée sur Canal+, et qui rencontre un beau succès. Alice Cambournac, merci d'être mon invitée pour le 3e épisode de Profession costumière, et bienvenue. Eh ben bonjour. Bonjour Alice. Ravie également. Alors, première question, comment devient-on créatrice de costumes de cinéma ? La question piège. Non, mais il y a plein. En fait, il n'y a pas qu'une voie, il y en a plein. Moi, j'ai un parcours super atypique parce que j'ai pas du tout fait des écoles de costumes ou des DMA de costumier ou un schéma classique en passant par une école d'art, puis une spécialisation costume, etc. ou une école de stylisme. Moi, je me déguisais tout le temps quand j'étais petite. Voilà, je faisais des petites crinolines et des petits corsets pour mes Barbies. Et tout mon argent de poche passait pour acheter des bouquins sur l'histoire du vêtement, l'histoire de l'habillement, petite passion corset autour de mes 12-13 ans, comme ça. Et donc je me suis forgée en fait une connaissance du costume historique et de l'histoire des gens en fait, l'histoire de la manière dont on vivait, etc. Assez jeune. Et parallèlement, je faisais du théâtre. Tout ça était lié avec l'amour d'un personnage, d'inventer des histoires, etc. Toujours ce désir-là, plus que le désir du vêtement en lui-même. Et c'est vrai que quand on est petit, en fait, ça paraît idiot, mais quand tu te racontes des histoires, on va dire n'importe quoi, une histoire avec un chevalier, avec un château, machin, c'est un peu difficile de se produire, de construire un château ou trouver un cheval. Par contre, faire une robe de princesse ou une épée, ça c'est facile, tu peux te le faire chez toi. Donc je pense que c'est venu de là. Et à 15 ans, j'étais dans une troupe de théâtre et je me suis rendu compte que j'avais envie de mettre les costumes plutôt que de les faire en fait. Et on avait monté une pièce de Giraudoux qui se passait en 1830 et l'école le collège m'avait donné un petit budget, je me souviens c'était genre 150 francs, non 1000 francs à l'époque, donc genre 150 euros, et j'avais fait pour tout le monde les 18 gens de la classe, des crinolines en satinette, des machins, des robes et des mini corsets et tout ça, avec des fracs et tout, avec des patrons achetés au marché Saint-Pierre, complètement surréaliste. Et voilà, et en fait après le bac, j'ai passé l'été entre la terminale et la première sur un film d'époque, complètement par hasard. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de travailler dans le cinéma, c'est ça que j'ai envie de faire, parce que moi j'étais très bonne à l'école, donc j'étais pas du tout partie pour travailler dans le cinéma, j'étais plutôt partie pour faire une grande école de commerce ou je sais pas quoi. Et j'ai voulu être comédienne tout de suite, c'est-à-dire que j'avais envie d'interpréter ces personnages, j'avais envie de les vivre, j'avais besoin du corps, de la voix, etc. Donc j'ai commencé des études de comédienne, et parallèlement je faisais les costumes pour des pièces de copains, puis j'ai jamais vraiment arrêté d'être passionnée par ça, quoi. Et à 25 ans, j'en ai eu marre de galérer de casting en casting, de petit rôle en petit rôle, j'aimerais toujours ce métier, et le personnage sera toujours un truc qui fera partie de moi, et qui fait toujours partie à travers le vêtement. Mais du coup, j'ai commencé dans le costume à ce moment-là, de manière professionnelle, parce que c'était pour moi, et ça l'est toujours, la chose qui se rapproche le plus. En fait, c'est une autre manière de raconter le personnage, qui passe par le corps, qui passe par le vêtement, par le tissu, par ce qu'on va raconter. Pas forcément par la voix, forcément, puisque quand on est comédien, c'est très différent. Mais pour moi, ça tourne plus autour du personnage qu'autour du vêtement, le costume, en fait. Donc voilà, et puis je connaissais personne dans ma famille à la base qui faisait ça, et on m'a donné un contact. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des échantillonnages sur une pièce pour le théâtre Marigny, où j'avais jamais fait ça de ma vie, j'étais complètement paniquée. C'est quoi l'échantillonnage du coup? En fait, il y a une des créatrices de costumes qui m'a répondu, qui est une femme extrêmement talentueuse et assez incroyable, qui s'appelle Bernadette Villard, et qui travaillait sur une création au théâtre Marigny, Landru, donc c'était 1920 ou 1919, un truc comme ça. Elle m'a montré ses maquettes, ses dessins, et elle m'a dit, bon bah écoute, voilà, je vais te prendre comme stagiaire, est-ce que tu peux aller échantillonner, c'est-à-dire trouver des tissus, me proposer des tissus qui correspondent à mes maquettes, à mes dessins. Moi, mis à part le marché Saint-Pierre, honnêtement, je ne connaissais pas grand-chose. Voilà, et en fait, j'y suis allée, j'ai adoré faire ça, et puis bon, bah voilà, et à la suite de ça, elle avait un gros film derrière, qui était Le Grand Mône. D'accord, oui. Voilà, pour le cinéma, et elle m'a pris comme assistante sur ce film-là. Et c'est parti comme ça, on a travaillé quelques années ensemble. Moi, j'ai commencé par des gros films d'époque avec elle.
qui est un apprentissage absolument fantastique, parce que le film d'époque, ne serait-ce qu'en termes d'organisation, de rigueur, c'est quand même une énorme machine par rapport au film contemporain. Et j'ai travaillé quelques années avec elle comme ça. Voilà. Tu vois, j'ai eu énormément de chance quand même, faut le dire, parce que voilà, j'ai rencontré la bonne personne au bon moment et elle m'a donné ma chance. Et après, peut-être que j'ai été bonne, j'en sais rien. Ou j'ai bien fait le job. Sinon, en tout cas, oui, sinon elle m'aurait pas gardé. Projet. Mais c'est ça aussi le cinéma, qui est encore très différent du théâtre, je pense, ou de l'opéra. Mais les métiers du cinéma, c'est aussi avant tout des métiers humains et de rencontres. Moi, je connais plein de gens à différents postes au cinéma qui ont bifurqué ou qui ont pas forcément fait les études pour, mais qui, voilà, parce que dans la manière dont se structurent les choses sur un film, on peut naviguer d'un poste à l'autre. Alors, je ne vous dis pas que n'importe qui peut devenir chef opérateur, évidemment, non, ou assistant caméra, ça c'est des choses très techniques, mais si on veut, on peut apprendre. On peut apprendre en faisant, en fait. C'est partie d'un des rares métiers où on peut avoir sa chance comme ça d'apprendre sur le terrain. Bon, moi j'avais quand même 15 ans avant ça où j'avais lu des milliards de livres. Oui, c'est ça, en fait, j'avais quand même une connaissance. Vraiment autodidacte, Je suis complètement autodidacte. Une culture complètement, du costume complètement, et de la couture, ça. aussi, parce que je cousais à la maison, tout ça, et de l'observation, et d'observer les choses en fait. D'observer les gens, de sentir, Voilà, après, tu verras aussi avec les autres créatrices ou les autres costumières que tu vois en interview. On parle de création, mais la création par rapport aux vêtements, en fait, c'est hyper subjectif. Parce que chacun travaille d'une manière différente. Moi, parce que probablement j'ai été comédienne et que j'aurais toujours ce truc-là en moi, j'ai une approche hyper sensorielle du vêtement. Je viens pas de la mode, tu vois, j'ai une approche qui est avant tout le personnage et j'ai besoin que ça me fasse vibrer. Donc c'est une approche qui peut être très différente de quelqu'un qui a eu, je sais pas, une éducation du costume beaucoup plus académique. Tu vois, c'est des choses... mais c'est sûr que ça doit beaucoup construire ton rapport au métier d'avoir été comédienne et d'avoir porté le costume. Alors, porter, non, mais c'est plus vraiment par rapport à une question d'instinct et de sentir un scénario, de sentir un texte, un scénario, et de sentir des personnages les uns entre eux, etc. J'ai travaillé avec des créateurs de costumes quand j'étais plus jeune qui par exemple, je me souviens de quelqu'un qui abordait par la couleur. Son truc, c'était la couleur. Il avait besoin de faire comme des tableaux que la couleur, etc. Moi, j'ai jamais travaillé... C'est pour ça, je veux dire, le rapport à la création ou à la sensibilité, il est différent. Très personnel. Bah ouais, c'est hyper personnel parce que chacun a des sensibilités différentes. Et ce qui est vrai dans tous les métiers artistiques, hein, c'est... Même ceux qui écrivent des bouquins ou des scénarios, il y a des gens qui vont arriver à pondre un scénario en 3 mois, et il y en a d'autres, il va leur falloir 4 ans. Parce que c'est douloureux d'écrire, parce qu'ils doutent, parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont besoin des autres. Voilà, tous les métiers artistiques, c'est des équilibres, et puis c'est des rencontres. Donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? C'est toute la partie recherche et toute la partie... tout ce qui se fait en amont, en fait. C'est ça, c'est de réfléchir. Chaque scénario, en fait, pour moi, enfin après c'est ma manière de faire, mais il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Il y a la première lecture qu'on fait du scénario, la première impression qu'on a du texte, est-ce que ça nous évoque, est-ce qu'on ressent, comme quand on lit un bouquin, ou, voilà, qui est le premier jet, le premier instinct, qui pour moi est quelque chose d'hyper important, et souvent j'essaie de le noter pour ne pas le perdre, parce qu'après quand on rentre dans le détail et tout ça, souvent on oublie la vision globale de la peinture. Oui, c'est ça, bah oui, parce qu'on se perd dans des détails, dans des machins, dans des trucs techniques, on n'a pas le casting de tel rôle, et on oublie cette espèce d'impression globale de ce qu'on voulait donner en fait comme teinte, comme couleur. Donc ça, pour moi, c'est une chose très importante. Il y a aussi le metteur en scène, c'est-à-dire quelle est sa vision à lui en fait. Quel type de film il a fait, visuellement à quoi ça ressemble, quelle est sa sensibilité à lui. Donc, nous, on est des artisans, on apporte notre créativité, mais on est avant tout au service d'un texte et surtout d'un metteur en scène qui va, lui, avoir sa vision. Donc, il faut arriver moi, j'ai toujours besoin de comprendre sa vision à lui, en fait. De ressentir ce qu'il veut, lui, et à l'intérieur de ce cadre-là, exprimer, moi, ma créativité. Je n'essaierai jamais d'imposer, sauf quand je suis persuadée que le truc est techniquement, il faut ce truc-là parce que c'est ça qu'il faut. Oui, c'est une conviction. Ouais, ou c'est une conviction parce que techniquement je sais que ça va le faire, que ça va marcher, que ce tissu-là marchera mieux qu'un autre. Ça oui,
mais je me mets avant tout au service de l'œil d'un metteur en scène, quoi. Et puis il y a plein d'autres paramètres artistiques qui rentrent. Je veux dire, les costumes n'existeraient pas sans la lumière et sans les décors. Oui. Enfin, et particulièrement la lumière, parce que c'est ça qui sculpte en fait l'image. Donc ça aussi c'est un truc hyper important. Et puis le comédien, quoi. Parce qu'entre ce que tu imagines du personnage et puis le comédien qu'on te donne, bon, en général souvent ça correspond quand même, le casting correspond, mais parfois tu as des surprises mais surréalistes. Tu te dis mais mon Dieu, je l'imaginais pas du tout comme ça. Et bah non, mais en même temps, il faut composer. Et il faut composer, et en même temps c'est hyper intéressant. Parce que ça te surprend, parce que tu te dis, oh là là, moi, cette petite grand-mère, mon Dieu, mais je l'ai... Oui, c'est ça, justement, le ressenti dont tu parlais à la lecture peut être chamboulé par... et dans ces cas-là, l'exercice, c'est pas tellement de... avec le vêtement, c'est d'arriver à faire qu'avec le corps de ce comédien qu'on te donne, avec ce que dégage, par exemple, cette comédienne, arriver à ce que ça rende ce que tu ressentais du personnage. Il y a une anecdote qui est toute bête, mais je ne dirai pas de nom, mais je fais justement un film dans lequel il y avait une grand-mère qui était vraiment la petite grand-mère lambda, toute mimi et tout. On savait qui c'était, mais bêtement, on n'avait pas assez googlé, je pense, donc on n'avait pas assez vu de photos de cette comédienne. Donc on avait fait un vestiaire, un portant entier de fringues, et ça correspondait vraiment très bien à l'image qu'on avait du personnage. Sauf que la grand-mère en question, la comédienne, est arrivée. En fait, elle avait 83 ans, mais elle était hyper rock, avec des cheveux blonds, avec une coiffure rock. Elle est arrivée en legging léopard, à nous claquer sur les fesses. « Salut ma poulette !» Complètement la patate, elle était hyper liftée. Donc en fait, avec nos fringues, elle faisait bourgeoise du 16e, hyper liftée, peroxydée, etc. Donc c'était la catastrophe. Donc là, on a dû faire le travail inverse. C'est-à-dire qu'on a dû la redescendre. C'est-à-dire qu'on est allé à fond dans les trucs, presque les robes d'autrefois des femmes de ménage, les petites robes à fleurs. Oui, avec les vieux gilets un peu machin, on l'a rendu un peu patati Daniel. Mais on est vraiment descendu, on l'a descendu pour trouver des vêtements qui valent vraiment la petite grand-mère, mais vraiment... Pour retrouver pour l'équilibre, pour redescendre, parce que sinon, Sorel, elle remontait tout, enfin elle emmenait tout vers une classe sociale qui n'allait pas. Donc du coup, ça a été tout un travail, et puis on s'est rendu compte que c'était pas assez, et à un moment donné, moi j'ai dit, ce sera pas assez les costumes. On n'y arrivera pas, il faut que les cheveux, il faut faire quelque chose avec les cheveux, parce que ça ne suffira pas, les vêtements ne suffiront pas. Ah oui, elle sera déguisée. Si elle gardait sa coupe... Oui, ça marchait pas. Mais au début, il n'en était pas question, donc finalement, il y a une perruque, et effectivement, là, ça y est, on a trouvé l'équilibre. Donc il y a ce paramètre aussi, bah oui, il y a le corps du comédien et ce que dégage le comédien. La plupart du temps, quand même, c'est un peu cohérent, mais parfois il y a des surprises. Et du coup, bah, il faut arriver à ne pas déguiser la personne, mais à trouver cette espèce de dosage subtil pour arriver à créer ce personnage et à ce qu'il soit exactement dans le bon équilibre de ce que ça doit évoquer au spectateur, enfin. Voilà. Et alors, tu es donc à l'AFSCA, donc l'Association française des costumiers du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association ? L'AFSCA, c'est une association qui existe depuis plusieurs années et qui a pour but de rassembler un peu des gens qui ont une éthique ou une envie, en tout cas de collectif par rapport au métier de costumier, au métier au pluriel de costumier, parce que c'est assez vaste les costumes. On parle des créateurs, mais enfin, en dessous de ça, il y a aussi des chefs costumiers, des costumiers, des gens qui font la patine, des gens qui travaillent à l'atelier, les habilleurs, voilà, ça regroupe tout un ensemble. Oui, ça regroupe le métier qui s'appelle costumier, mais qui en fait est un pôle. Et voilà, et l'AFCA, elle a pour but d'essayer de fédérer et qu'on se retrouve tous, qu'on partage, qu'on échange, surtout aujourd'hui où il y a une telle volatilité des désirs et où avec tous ces moyens de communication et puis le cinéma qui quand même va pas... Enfin, on produit énormément de films en France, mais les manières de production, mais comme dans tous les métiers, c'est pas que lié au cinéma, mais on demande à tout le monde de faire plus vite, avec moins d'argent et aussi bien. Je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Mais du coup, voilà, c'est important de se retrouver ensemble, c'est important de se serrer les coudes, c'est important d'évaluer les enjeux à venir, de se défendre aussi, de défendre nos métiers, de défendre nos savoir-faire et de les transmettre surtout, et de continuer à transmettre. C'est des métiers où on apprend constamment. Moi, je continue, chaque film, j'apprends, chaque film, je me retrouve avec la boule au ventre sur des trucs que je ne sais pas faire et que j'apprends petit à petit. Et l'AFCA, ça permet aussi ça, ça permet aussi de s'aider, de transmettre, de partager, voilà, parce qu'on est plus fort ensemble en fait. Je sais que ça paraît vraiment bête de dire ça, mais dans une société aussi individualiste dans laquelle on est aujourd'hui, justement, avec tout, où chacun fait l'autopromotion, machin, en fait, c'est hyper important d'être ensemble. Parce que c'est rassurant, parce que c'est plus
c'est plus intéressant. On essaye de développer ça aussi avec les autres costumiers en Europe, pour qu'il y ait, génial, il y a une association européenne qui est en train de se créer, qui regroupe aussi les autres corps de métiers du cinéma, voilà, qui s'appelle Arsenico, avec aussi bien la déco, le son, tout ça, pour essayer de... Ah, c'est un beau projet. Voilà, qui regroupe... Vaste projet. Vaste projet, ouais, sur les métiers du cinéma en Europe. Super. Donc voilà. Ah, ça va être intéressant à suivre. Ouais, c'est intéressant à suivre. Ça vient de se créer, mais c'est très intéressant. Ouais. Après, en France, on a un statut très particulier et tout le monde ne travaille pas de la même manière. Des costumiers ou des chefs décorateurs ou des gens qui travaillent au son en France n'ont pas le même rapport avec ceux qui sont au Danemark, où ils produisent très peu de films par an, ou en Estonie, ou enfin, voilà, c'est des... Mais c'est d'ailleurs aussi intéressant de partager hyper ces intéressant. expériences. Et parce que souvent ces gens-là, par exemple au costume, il y a énormément de pays dans lesquels la production cinématographique est beaucoup moindre que la nôtre, qui est la plus grosse d'Europe. Hein. Et ils ne font pas que du tout du cinéma. C'est des gens en général qui font aussi du théâtre, de l'opéra. C'est des gens qui en fait font sur tous les fronts. Oui, exactement. Ouais. Assez logiquement, en effet. Alors qu'en France, ça peut être cloisonné. Enfin, on peut ne faire que ça. Parce que la production artistique en France est très vaste. Elle est très, très, très prolixe. Donc on peut... Voilà, on peut faire que du cinéma ou de l'opéra ou du théâtre. Se spécialiser. Ouais, on peut se spécialiser. Est-ce qu'en dehors du cinéma, il t'arrive aussi de travailler pour la publicité, de faire du stylisme dans la mode? Je travaille un petit peu en pub. D'accord. C'est encore un truc à part. Ouais. Mais la mode, c'est vraiment... Pour moi, la mode et le costume, il y a deux choses très différentes. C'est qu'en stylisme ou en mode, tu mets en scène le vêtement. Au costume, tu mets en scène un personnage. Et c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le rapport au vêtement n'est pas le même. Souvent en mode, tu as des séries mode, d'ailleurs c'est pour ça que les mannequins ont des tailles standards, c'est qu'elles rendent toutes... Un corps peut être interchangé dans un vêtement qui, lui, est mis en scène. C'est l'inverse au costume. En tout cas, au cinéma, l'opéra, le théâtre, c'est un peu différent. C'est pas le même... Mais là, c'est vraiment le corps du comédien qui est mis en scène. C'est lui qui est filmé, c'est son visage, c'est son regard, c'est ce qu'il va exprimer, c'est sa voix. Le costume en fait intégralement partie, hein, mais pour moi, c'est avant tout... pour moi, le costume au cinéma est au service du comédien et de son corps. Ouais. Et alors, à propos de production, justement, est-ce que toi, il y a un ou des costumes dont tu es particulièrement fière, que tu as créé? Que j'aurais fait moi? Oui. Franchement, non. Non, mais franchement, non. Après, c'est plus des tableaux. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'ai tendance à... Par exemple, j'adore la figuration. J'adore toujours traiter la figuration. L'image, pour moi... toute la prépa, en fait, on crée des costumes individuellement en faisant en tout cas une garde-robe pour des personnages qu'on fait les uns après les autres. Mais en fait, ce qui importe, c'est ce qu'on va voir à l'image. Oui. Donc c'est le jour J. Donc c'est en fait ce qui va se créer sur le plateau. C'est-à-dire l'harmonisation entre justement les personnages principaux, la figuration qui passe derrière, la déco, la lumière, etc. Donc pour moi, le travail sur le plateau est hyper important. Il y a des trucs qu'on aurait pu imaginer en prépa, dans les bureaux, tout ça, et de se rendre compte le jour J qu'en fait, non, ça va pas, quoi. Oui, il y a une confrontation. Ouais, ou que, en général, ça va à peu près, mais il peut y avoir des moments où on se dit, ben non, en fait, c'est pas ça. Ou... Hop, tant pis, on change, vas-y, hop, tu lui mets ça, hop, eux derrière, trop de couleurs. Et c'est comme de la peinture, en fait, c'est des petits coups de pinceau, tu réajustes. Et c'est ça, des ajustements, voilà, des jusqu'à nuances. Trouver cette espèce d'équilibre où tout d'un coup, ça fonctionne, en fait. Tout d'un coup, à l'image, ça fonctionne. Et parfois, ça tient à peu de choses, hein. Ça tient pas forcément à grand-chose, mais c'est très important d'être vigilant. Et c'est vrai que moi, les habilleuses avec qui je travaille, je suis assez... Pour moi, c'est hyper important d'avoir cet œil-là. C'est pas grave d'oublier un truc, c'est pas grave qu'il y ait un bouton qui soit ouvert alors que machin, c'est pas grave s'il y a un pull qui est pas bien sur une épaule dans la vie, les vêtements bougent, voilà, c'est pas très grave. Mais par contre, avoir cet œil-là de la vision globale, de l'image du film, enfin de l'atmosphère, de la cohérence avec le décor et la lumière, pour moi c'est super important. Parce que c'est ça qui va modeler en fait la peinture, en fait, le tableau. Et alors, il y a des tableaux que tu as en il y a des tête tableaux. Non, il y a des... Après, c'est plutôt des exercices, c'est plutôt des ensembles. Par exemple, Divine. La difficulté sur Divine, ça avait été... Mais ça, Ouda, la réalisatrice, elle était très... C'était un vrai désir à la base venant d'elle, et moi, j'étais complètement là-dedans aussi. C'était de parler de milieux sociaux, on va dire, modestes, mais de ne pas tomber dans le misérabilisme.
Ça, c'est pas évident. En fait, quand on parle du costume, on parle souvent du costume d'époque, parce qu'évidemment, ça fait fantasmer, ça fait rêver, c'est hyper beau, et puis il y a de la fabrication, ça fait le truc magique. Mais en fait, le costume contemporain, c'est hyper difficile. Moi, au début, quand j'ai commencé à travailler dans le contemporain, mais ça m'emmerdait. La première fois, je me suis dit, oh non, c'est que des matières moches, il faut aller faire les courses dans le grand magasin, ou je sais pas où, dans les dépôts-ventes, dans les trucs, ça m'emmerde. Et en fait, il y a une infinité de choix plus variés que dans le costume d'époque. Oui. Parce que le costume d'époque, on est quand même assez coincé avec un stock qu'on a et des costumes de location. Et puis des archives qui te guident. Oui, c'est ça. Et alors après, il y a de la fabrication quand on a des sous, et ça, c'est super. Mais le costume contemporain, en fait, tout est possible. Enfin, l'éventail des possibles est hyper vaste. Et du coup, Divine, c'était un langage, c'était vraiment un dosage à trouver entre faire un truc qui soit péchu, qui soit moderne, sans que ça fasse costume, justement, sans que ça fasse stylisme, entre guillemets, sans que ça fasse pub, et en étant réaliste, un réalisme, mais qui soit pas... On fait pas du documentaire, en fait. Ça reste de la fiction. Ouais. C'est ça la différence. Oui, c'est l'équilibre aussi. Oui, c'est-à-dire que c'est pas de faire du moche. Ça reste de la fiction, un film, ça doit donner aussi envie aux gens. Voilà. Mais c'est pas de la pub non plus. Donc on fait pas du stylisme avec des... C'est pas des personnages qui doivent vendre un produit comme en pub, où il faut que tout le monde ait l'air beau, sympa, cool. Ça n'a rien à voir, c'est encore un autre métier, c'est la pub. C'est des costumiers aussi, mais c'est un autre métier. Et du coup, Divine, c'était un gros boulot. C'était un gros boulot de mélanger à la fois des trucs vintage, à la fois d'être juste au bon endroit. Moi, je me suis beaucoup fait aider par les jeunes des banlieues qui jouent dans le film. Ouais. Parce que moi, j'avais une image des banlieues, c'était déjà il y a un bout de temps maintenant, mais je suis arrivée un peu, pas en mode la haine, mais ils m'ont regardé, ils m'ont dit non, alors ça, c'est nos grands frères, et encore, c'est des trucs de daron. J'étais là, ok, j'ai pris 15 ans en une matinée. Et en fait, non, et du coup, de les entendre parler de la mode, de comment c'était dans les banlieues, les vraies banlieues, les vraies cités, là, pour le coup, et leur rapport à la mode, c'était génial, et leur rapport au corps. C'est vraiment une génération qui a complètement changé. Ils sont complètement dans autre chose que celle des années 90 ou 2000. Ça n'a plus rien à voir. Du coup, c'était un nouveau langage pour moi d'arriver à être juste là-dessus, quoi. Donc souvent, je leur demandais leur avis. Je disais, et ça, non, ça c'est ringard, ok, d'accord. Et ça, ouais, ça c'est charmé, ok, d'accord. Donc c'était un vrai truc à trouver. Super, ils t'ont aiguillé justement dans cette justesse. Oui, d'arriver à trouver cette justesse, et en même temps que ça soit, qu'il y ait de la couleur, que ce soit pas triste, et en même temps que, que ça soit vrai, mais pas forcément. Enfin, que ça soit vrai, forcément. C'était un truc à trouver, ça. C'était ces gamines qui n'ont pas d'argent, qui vivent de la démerde, etc. Mais il fallait quand même que c'est de la poigne. Les films de Ken Loach, par exemple, qui sont des films, souvent très réalistes. Oui, sociaux, des films sociaux qui sont souvent en mode un peu réaliste, documentaire, etc. Où esthétiquement, le vêtement, je pense qu'il y a un énorme boulot qui est fait dessus, mais il y a une volonté que ça soit dans un vrai réalisme. Qui n'est pas forcément esthétiquement joli. Oui. Là, avec Ouda, elle ne voulait pas ça. On n'était pas dans ce type de... Oui, il y a quand même de la flamboyance. Oui, il fallait qu'il y ait un côté et ça fait partie de l'histoire, en effet. C'est vrai que ces personnages sont plus flamboyants que ceux de Ken Loach, qui en général, les pauvres, sont plus dans... Oui, dans une réalité, dans un réalisme. C'est une autre façon de traiter dans les films sociaux, c'est une autre façon de traiter ces familles-là, quoi. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, et ça, c'est un désir du metteur en scène. Les Sauvages, c'était pareil, il y a eu un peu... On se retrouvait un peu dans cette idée-là, de ne pas tomber dans le misérabilisme, qu'on veut quand même que ce soit un truc... Ces gens-là sont... ces gens normaux, ils sont fiers, C'est ça, exactement, des personnages qui sont fiers, qui sont décidés, qui ont des... En fait, c'est ça qui est très intéressant dans le costume, c'est toutes ces recherches... ta question qui était de qu'est-ce que je préfère par rapport à la recherche, et ça, c'est tout cet aspect sociologique, en fait. Chaque film, il faut s'immerger dans un ça vous emmène dans un contexte qui n'est pas le vôtre, enfin, moi qui n'est pas le mien du tout, quasiment à chaque fois, et du coup c'est hyper intéressant. C'est ça, du voyage entre les classes sociales. Ouais, c'est ça, et puis tu apprends énormément de choses. Exactement. La prière, tu parlais de la prière, la prière, le monde d'addiction, ces jeunes qui se retrouvent à être soignés sans médicaments dans des communautés religieuses, en l'occurrence là catholiques, c'était un drôle de truc aussi, ça. Oui, c'est très particulier. Hyper particulier.
Donc ça aussi, c'était des recherches, enfin, c'est jusqu'à trouver... Moi, j'ai besoin de voir énormément d'images, en fait. J'ai besoin de me nourrir jusqu'à ce que ça devienne instinctif. Et comme ça, après, je sais, quand je cherche des vêtements, ça sera juste, ce sera pas juste. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc... Oui, tu te fais ta collection. J'ai besoin de sentir organiquement. J'ai besoin que ça fasse partie de moi. J'ai besoin que ce soit j'ai besoin d'être familière avec le milieu dans lequel ça va se passer. Comme ça, après, j'ai pas d'hésitation. Oui, après, ça t'aide à trier. Après, je sais. Après, je sais. Je prends tel truc, ça marche pas. Mais en tout cas, je sais que je me plante pas. Mais oui, pour parce ça, que d'abord, tu t'es construit. Il faut se nourrir. Et pour ça, voilà, il faut se nourrir, se nourrir de plein de trucs. Alors tu cherches, voilà, il y a plein de manières. Il y a des gens qui regardent plein de films, et les films, c'est déjà une interprétation. Mais en même temps, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il y a plein de documentaires. On a la chance avec Internet aujourd'hui, avec l'INA, tout ça, d'avoir accès à plein de trucs. Tu vas sur le terrain aussi. Souvent, tu vas sur le terrain, tu vas voir, tu discutes avec les gens. Et puis, tu observes les gens dans le métro aussi. Parce qu'en fait, le métro, même Paris, ce qui est génial, c'est que tu as une palette de gens, si tu sais regarder, c'est génial. Et est-ce qu'il y a des costumes dans l'histoire du cinéma qui te parlent particulièrement, que tu trouves très réussis, qui sont un peu cultes pour toi? Il y a énormément de choses, en fait, c'est très vaste. Moi, il y a des costumes qui m'ont marqué enfant et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Quand j'étais petite, je regardais tous les étés, je me souviens, Autant n'emporte le vent, par exemple. Et c'était un film très long, hein. Je pense que j'avais 7 ans quand je le regardais, c'est-à-dire comme 3 heures, je sais pas pourquoi. Et c'est vrai, c'est drôle. Ouais, et je le regardais hyper jeune et tout, et j'étais fascinée. Je dessinais les robes de Scarlett et de machin, et de Mélanie, je sais pas quoi. Et ça, c'était des moments... Après, j'ai regardé L'Angélique Marquise des Anges, et pourtant, Dieu sait si les costumes sont d'un kitsch, c'est absolument génial. C'est vrai. Oui, c'est complètement années 60. C'est tellement kitsch. Et oui, mais les costumes, tout, en fait, les coiffures. La coiffure, mais ils sont années 60, c'est les costumes, ça correspond aux années 60. Mais de même que Autant n'emporte le vent, les coiffures, tout correspond à la fin des années 30, c'est très drôle. Oui, c'est vrai, c'est drôle quand l'époque transparaît à travers le costume. Oui, parce qu'en fait, le réalisme au costume, c'est tard, hein. C'est les années 70. On commençait à faire un truc qui colle réalistiquement à l'époque. Avant, c'est des réinterprétations au goût de l'époque. Donc, Angélique Marquise des Anges, c'est génial. Mais ça, t'adorais quand t'étais petite. Mais ouais, j'adorais, évidemment, c'était super. Non, après, Barry Lyndon, ça avait été un vrai choc, ça c'est vrai. J'ai eu un autre choc quand j'avais 18 ans, qui était les films avec Cate Blanchett, Elisabeth. Sorti. Ouais. Ça, j'étais en école de théâtre et en plus je travaillais un rôle similaire et c'était j'ai eu une espèce de choc. J'avais été voir le film 2 ou 3 fois pour essayer de comprendre techniquement comment étaient faits les costumes, je me souviens. Ça a été des vrais chocs. Après, il y a plein de films, les films de Sautet par exemple, où il y a aussi toute une époque comme ça où les costumes étaient très stylisés. Même si c'était pas très vraisemblable, enfin réaliste, c'est pas grave, il y avait une espèce de silhouette comme ça qui se dessinait dans les années 50, 60. Les costumes étaient très comme ça. Bon, on pense à la robe noire de Mireille d'Arc dans Le Grand Blond. Enfin, c'est des espèces de robes iconiques comme ça, avec des espèces de pièces comme ça très marquantes. C'est vrai. Oui, dans les Max et les Ferrailleurs aussi. Max et les Ferrailleurs, même la banquière avec son tailleur blanc et noir. Il y a plein de comme ça de costumes. Pièces vraiment fortes que tu retiens. Qu'on retient, qui sont assez dingues. C'est vrai. Après, il y a des metteurs en scène, même dans le contemporain, qui sont très costumes. Par exemple, si tu prends François Ozon, il y a un truc très théâtral. Almodovar, c'est hyper théâtral. Bien sûr, le travail sur les couleurs, sur les imprimés. C'est très outré. Mais même Woody Allen, il y a toujours une esthétique dans Woody Allen, un truc un peu vintage, un peu désuet. Les mecs, ils ont toujours des pantalons hyper taille haute, un peu comme Woody. Ils ont tous... C'est vrai, mais là, son dernier film, je trouve que pendant un quart d'heure, tu te demandes si ça se passe aujourd'hui ou dans les années 50. Ouais, c'est ça, ou 60. Jusqu'à ce qu'ils sortent un téléphone portable, tu sais pas. Tu sais pas, il y a toujours cette espèce de truc un peu désuet. Donc le costume... Les films de Jean-Pierre Jeunet, c'est pareil, le costume est hyper visuel. Voilà, il y a des metteurs en scène comme ça où le costume est un peu théâtralisé et se voit du coup et fait partie intégrante de l'esthétique du film. Et puis voilà, et puis après dans la plupart des films, quand même, le costume n'est pas censé se voir. Oui, et pas censé être plus puissant que le personnage, enfin que le comédien. Sauf quand c'est un truc très particulier. Si dans un scénario vous avez, je sais pas quoi, une robe de chambre rouge avec un dragon doré et je sais pas quoi, et vert, bon courage pour le trouver. Oui, ça a l'air très joli. A priori, il va falloir le fabriquer. Non, sinon tout à l'heure tu me demandais, pour revenir sur un costume que j'avais... Que tu as créé. Ouais, et qui m'avait... Enfin, en tout cas, des costumes sur lesquels j'avais travaillé. C'est un film qui ne s'est pas beaucoup vu de Rabah Amazamesh qui s'appelle L'histoire de Judas, qu'on avait tourné en Algérie. D'accord. Qui était donc au moment de la mort du Christ, donc en 33. Voilà. Très précisément. Voilà, en 33. Et ça, on n'avait pas beaucoup de sous pour le faire. Et
Et c'était très chouette ce qu'on a réussi à faire avec des drapés, avec toute une ambiance un peu orientaliste du 19e siècle, avec des matières. C'est des choses très simples. Parce qu'on de la création, du coup? Il y a eu un peu de création, beaucoup de location et beaucoup de bidouilles, on va dire. Et on a réussi à faire des choses avec des matières et des drapés, avec peu de moyens, à faire pour moi quelque chose qui était vraiment... j'étais très contente, ouais. C'était très... très ça ressemblait à ce que j'avais envie que ça... En fait, parce que parfois, c'est un peu... Parfois, tu n'as pas forcément les moyens de... surtout quand tu n'as pas beaucoup de sous. Et c'était très beau. C'était vraiment très beau. Visuellement, ça marchait, ça apportait une rondeur. C'était chouette. Je mettrai des photos sur Instagram pour qu'on puisse illustrer. Ça marche, c'est gentil. Et alors, si tu veux, maintenant, on peut parler plus précisément peut-être de 2 projets sur lesquels tu as travaillé récemment. Donc, on peut commencer par Fête de famille, le film de Cédric Kahn. Donc, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as croisé la route de Cédric Kahn et comment tu as été amenée à travailler sur Fête de famille? Alors, Cédric, je l'ai rencontré pour la prière. Il avait plus de costumière. Et je ne sais plus comment je suis arrivée dessus. On m'a appelée et tu étais là? Non, je l'ai rencontré dans un café. On s'est rencontrés dans un café. Et je pense qu'il a rencontré d'autres costumières. Et puis voilà, ça s'est fait. T'as passé une audition? Ouais, maintenant oui, ça arrive souvent quand même. Mais c'est bien de toute façon qu'un metteur en scène, quand t'es capitaine d'un navire, parce que metteur en scène, c'est ça. Il faut que tu sois entouré avec des gens que tu sentes. Donc c'est important de rencontrer... Enfin, c'est ce que je disais au début, c'est des rencontres humaines aussi, c'est un travail d'équipe. Donc, et d'échanger justement sur vos sensibilités. Voilà, c'est ça. Il faut quand même avoir des affinités avec la personne. Au-delà de l'admiration artistique, il faut quand même... se comprendre. C'est important, bien sûr. Et avec Cédric, voilà, ça s'est fait. Et la prière, c'était assez particulier parce qu'il y avait 23 jeunes en permanence, tous ensemble. Et puis, il y a eu pas mal d'impro, il n'y avait pas de script. Ah oui. Non, donc ça a changé, ça bougeait tout le temps. Mais j'ai énormément aimé travailler sur ce genre de costume en fait. C'était beaucoup de récup, beaucoup de guérissol, d'Emmaüs, parce que c'est des gens qui n'ont pas grand-chose et qui s'habillent avec le Secours populaire. Et voilà, et c'est pareil, là aussi, il fallait trouver le truc juste. Il ne faut pas qu'ils aient l'air déguisés, c'est pas des clochards, c'est pas des... Voilà, c'est des fringues de récup, mais il faut en même temps, c'est les héros du film. C'était un équilibre, c'était vraiment un vrai équilibre à trouver. Et Cédric qui a été monteur avant, c'est quelqu'un qui a un rapport aux couleurs très particulier. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que l'image, que le costume soit trop fort, ou que que le costume en termes visuels de couleurs bouffe l'image. D'accord. Donc tout doit être un peu dans des aplats. Rien ne doit ressortir trop fort, donc pas de rouge, pas de truc blanc, pas de blanc éclatant, voilà, parce que lui, c'était très intéressant d'entendre ça d'ailleurs. Il disait que lui, en tant que monteur, ça le gênait toujours quand il y avait tout d'un coup un figurant en rouge qui passe derrière, ou un mec avec un truc jaune qui passe, ou une manche de chemise au premier plan en blanc, 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 et on voit que ça à l'image, et que c'était trop compliqué après, etc. Donc il a gardé ce truc-là. Ah, c'est hyper intéressant, oui. Comme quoi, encore une fois, les expériences que tu peux avoir Exactement. Avant nourrissent, et moi, c'était hyper difficile. Parce que j'adore les couleurs, pas forcément les couleurs hyper flash, mais j'adore, comme un tableau, comme un peintre, travailler des couleurs. Là, tu avais un nuancier assez particulier. Là, oui, c'est-à-dire, là, c'était carrément, et ça vaut pour les imprimés, ça vaut pour les. Donc c'était hyper restreint, et il fallait que j'arrive là-dedans à trouver ma liberté et déjà à rentrer dans son regard. J'avais beaucoup de mal à voir comme il voyait au début. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sa manière de voir les choses et le monde, j'avais du mal à voir avec ses yeux. Et après, une fois que j'ai réussi, ça doit être plus ou moins facile selon les oui, c'est ça. Et à un moment donné, j'ai eu le déclic et j'ai compris comment il fonctionnait. J'ai compris son regard. Et à partir de là, voilà, on est rentré là-dedans. Ce qui a dû rendre plus facile aussi l'approche sur Fête de famille quand vous êtes Tout à fait. Mais c'était pas facile parce que La prière, c'est un film d'hiver qui se passe à la montagne. Donc déjà, il y a de la terre, c'est dans les verts, il fait pas beau, tout est gris et tout. Et quand t'as pas le droit quasiment aux couleurs chaudes, sauf un peu le marron, etc., c'est compliqué, quoi, de se dire, ça va être la dépression, mon Dieu, ça va être la tristitude, comment on peut faire pour chaloriser tout ça. Après, il y a les matières, il y a les textures, il y a les... Voilà. Et Fête de famille, c'était complètement... Fête de famille, c'était pas du tout le même genre de travail, parce qu'ils sont que 9 ou 10. La première chose que j'ai attendue, c'était le décor. C'est ça qui allait tout régir, en fait. Comme le film, c'est c'est un décor dans cette maison familiale. Sauf qu'au début, c'était pas du tout la maison qu'il y a dans le film. C'est vrai, ça a changé. Du tout. Ça a changé, genre, mais quasiment à la dernière minute, enfin, genre 3 semaines avant.
C'était une maison qui était exactement à l'opposé, c'est-à-dire il n'y avait rien. Elle était genre dans des tons hyper pâles, des blancs cassés, des bleus, oui, aucun papier peint, qui faisait beaucoup plus maison de Parisiens en vacances d'ailleurs, mais hyper épurée, maison 18e, mais l'inverse du truc bric-à-brac. C'est drôle. Donc moi j'étais partie sur des trucs avec plein d'imprimés. Au contraire. Justement, c'est ça, parce que ça fait partie des choses que j'avais notées sur le film, c'est que les décors finaux sont très forts. Hyper forts. Il y a des imprimés très marqués, des couleurs. Ah bah, la maison, je voulais te demander justement comment tu avais travaillé en fonction de ça. Le problème, c'est qu'au départ, dernière minute. Non, pas dernière minute quand même pas, mais enfin, on a fait tout le travail, on a déconstruit tout ce qu'on avait fait, quoi. Parce que tout d'un coup, on s'est retrouvé avec cette maison qui était tellement forte, qui en fait est un personnage du film. Oui, exactement. C'est un personnage, cette maison, elle est hallucinante. Et ils ont eu raison de la choisir, parce qu'elle était complètement dingue. Ils ont quasiment rien, à la déco, enfin en termes de papier peint, ils ont quasiment rien changé. Hein. Elle est dans son jus. Et du coup, au costume, c'était chaud patate quand même, parce que là, en termes de marge de manœuvre, c'est pareil, là, c'était... Soit ils sont dans la maison et c'est hyper chargé, soit ils sont dehors et il n'y a rien et c'est que de l'herbe. Donc c'était... Voilà, et puis du coup, on a quand même gardé des imprimés qu'on avait trouvés pour la première maison, mais les moins forts. Voilà, et là, pour un film comme ça, tu es obligé de travailler les gens ensemble. Oui. C'est-à-dire que chaque essayage qu'on faisait, on gardait 5 options ou 4 options pour chacun. Et après, on faisait des tableaux, on les mettait côte à côte, les petits bonhommes des essayages, là, des photos, et on essayait toutes les combinaisons qui marchent le mieux, ensemble. Voilà, et il y a des personnages, du coup, qui, au final, sautaient. Ça n'allait plus, il fallait refaire l'essayage. Ah oui. Parce que ça allait plus avec ce nouveau personnage dont on avait trouvé le costume et qui allait bien avec tous les autres, mais tout d'un coup, celui-là, ça n'allait plus. Donc, il fallait tout recommencer. Voilà, donc ça a été... Donc, finalement, il y a un casse-tête. Bah ouais, parce que finalement, t'as qu'un costume, tu te dis, ah bah c'est bon, c'est facile, il y a un costume ou deux, ils en avaient 2 par personne. Facile. Et en fait, casse-tête chinois. Casse-tête chinois pour que ça... Que tout fonctionne. Et dans la maison. Et dans la maison, et dans le truc. Donc, on mettait aussi des photos des décors, on mettait les bonhommes devant. C'est devenu un truc hyper compliqué. Petite maison de poupée. Ouais, c'est ça. Maquette de poupée. Mais au final, c'est intéressant de travailler avec l'image comme ça. Voilà. Oui, c'est sûr, oui, c'est des contraintes nouvelles. C'est des nouvelles contraintes, voilà, c'est ça. Il y a un cahier des charges à chaque fois qui est différent. Voilà, après Cédric, bon là c'est une maison qui est très riche, qui était très forte, mais d'une manière générale, c'est pas quelqu'un qui aime les couleurs fortes ou les trucs trop violents. Voilà, pour lui, ça parasite un petit peu. Mais il y a d'autres metteurs en scène où c'est l'inverse. Oui. Et donc, après la prière, j'avais eu du mal d'ailleurs. J'avais fait un film juste après la prière et ça t'avait agressé oui, aussi. C'est-à-dire qu'au début, j'achetais que des trucs, oui, avec des couleurs passées, des couleurs machin. Il a fallu un petit peu de temps pour se remettre dans les teintes. La vision, oui, c'est ça, exactement. Mais c'est vraiment ça. C'est pour retrouver le rouge et le blanc. Exactement. Pas le blanc, en tout cas un peu de rouge, oui. Et alors, comment on t'a parlé des personnages du film Fête de famille? Est-ce que tu as eu des indications? Bah oui, j'ai eu un peu d'indications. C'est un sujet très personnel pour Cédric. Donc après, Cédric, c'est quelqu'un d'assez pudique, il dévoile pas forcément... il te laisse venir, il te laisse aussi avoir tes premières impressions. Le personnage le plus compliqué, c'était celui d'Emmanuelle Berco. Oui. Parce qu'on savait en fait peu de choses d'elle, qu'elle venait des États-Unis. Donc on voulait lui donner un côté un peu... on s'était dit qu'il fallait qu'il y ait un côté un peu décalé, qu'elle ait l'air... voilà, qu'on sache pas trop où la situer par rapport à cette famille qui est là, c'est l'été, ils sont tous... voilà, un peu normaux, quoi, on va dire. Enfin, on se pose pas la question. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une réunion de famille. C'est une réunion de famille, un été qui se passe sur une journée pour l'anniversaire de la grand-mère, qui est jouée par Catherine Deneuve, avec réunion avec les enfants, les fils et les petits-enfants. Et cette sœur qui revient. Et cette sœur qui revient, qui a disparu depuis 4 ans, et qui, dès le début du film, en fait, débarque à l'improviste. Donc elle, il fallait trouver un truc, on voulait un truc un peu côte est, un peu, presque un peu vulgaire, un truc qui dérange, un truc trop court, un truc trop... trop décolleté. Trop décolleté, qui est un truc un peu gargantueux, voilà, un peu excessif. Après, typiquement, pour moi, là, si je fais une autocritique, typiquement... mais ça, on peut pas... Enfin, c'est difficile de savoir comment les comédiens vont interpréter les rôles. Oui. Mais pour moi, en fait, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Au final, quand je vois le film... Ah oui? C'est-à-dire parce que le jeu d'Emmanuelle est tellement fort... est déjà tellement... elle donne déjà tellement, en allant tellement loin aussi dans l'excès, ou dans... qu'en fait, au costume, on aurait pu en faire moins. Pour moi. Oui, c'est drôle que tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas besoin de signifier forcément ça à travers le vêtement, sachant que dans le jeu, elle l'a joué comme ça. Ah oui, d'accord, c'est intéressant ce que tu dis. Mais moi, j'ai après, trouvé que... c'est mon analyse après. Je me suis juste dit,
je me suis juste dit, on a fait un peu des caisses, voilà. On a fait des caisses, il n'y avait peut-être pas besoin de... Voilà, c'est des petites... Ah ouais, bah écoute, moi en tant que spectatrice, j'ai pas trop, je trouve que ça accompagnait très bien son personnage, sans être non plus outrancier. Sans être trop déguisé, ouais. Mais tu vois, ça, tu peux pas le savoir. Enfin, tu vois, c'est intéressant au costume d'essayer de pas paraphraser aussi par moment. Oui. De prendre le contre-pied, tu vois ce que je veux dire, ou peut-être même de raconter autre chose. De justement... bon, là, il ne s'agissait pas de la faire sage, mais de parfois, si tu as un personnage qui est... Justement, ça peut rajouter, le vêtement peut rajouter une couleur. Parce que tu vas un peu à contre-pied de ce qu'elle raconte, de sa rage, de son truc. Et elle est habillée différemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire, pas dans un truc cliché de ce qui accompagnerait son humeur. Et justement, ça peut être intéressant. D'avoir un contre-pied qui raconte autre chose, d'un coup, qui donne une autre facette, une autre couleur. Et si je dis pas de bêtises aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le film, elle se change plus que les autres. Elle se change, oui, c'est ça. Ça, c'était écrit dans ça. C'était écrit dans le scénario. Et j'ai trouvé ça amusant sur le côté justement instabilité. Oui, et elle débarque avec sa valise. Et puis exactement, volatile comme ça. Exactement. Et on s'était dit d'ailleurs que c'était une fille qui a un problème avec l'argent, hein, très visiblement. Mais qui aussi bien va s'acheter des fringues de marque que va aller chourer des culottes chez Monop. C'est ça. Et d'ailleurs, elle vole d'ailleurs, elle le fait. Voilà, elle le fait. D'ailleurs, elle le fait, ça. Ouais, elle le fait, tout à fait. Mais c'est ce genre de truc. Elle va avoir 3 trucs tati, mais c'est compulsif. Oui. Mais des beaux bijoux, une super robe et un pull pourrave qu'elle a appris, je sais pas où. Voilà, il faut trouver ce petit équilibre. Oui. Et Emmanuel, on l'a vu en essayage et on lui a proposé cette idée-là du personnage, parce que là, c'était une proposition. Pour le coup, ça aurait pu être un milliard d'autres choses. On sait tellement peu sur ces personnages, on sait tellement peu de choses d'eux qu'en fait, tout était imaginable. Et du coup, elle a écouté tout ça, puis elle a dit, ok, banco, on va dans cette direction. Elle a suivi, Vincent Macaigne aussi. C'est pas facile quand on sait peu de choses des personnages. Oui, c'est vrai. Quand t'as pas de matière pour te raconter une histoire sur eux, c'est vachement dur, parce que dans ces cas-là, tu te dis, ok, mais dans ces cas, qu'est-ce qu'ils font comme métier, bon, là, on savait ce qu'ils faisaient, mais en termes d'action, on les voit pas dans leur quotidien, et ça se passe sur une journée. Tu vois, c'est dur. Hein. C'est vrai. Donc là, justement, toi, tu dois rajouter aussi quand même beaucoup de ton ressenti. Ouais, de son ressenti, de ce qui se dit, tu pioches les infos, tu fais parler le metteur en scène à fond. Ouais. Oui, tu essaies de grappiller des infos à fond sur le metteur en scène, savoir lui, qu'est-ce qu'il a envie de raconter de ses personnages. Ouais. Et dans le film, donc, il y a Catherine Deneuve que tu évoquais tout à l'heure, et je me demandais, est-ce que c'est quand même un mythe vivant du cinéma, moi je l'adore. Et je me disais, voilà, quand tu réfléchis au costume pour Catherine Deneuve, est-ce que ça joue, est-ce que justement toutes les images que tu peux avoir d'elle viennent un peu, pas parasiter, mais en tout cas nourrir ta réflexion, ou non, tu vois le personnage le truc par rapport au personnage dans le film, là, par rapport à elle spécifiquement, c'est qu'on s'était dit avec Cédric qu'on aimerait bien qu'elle soit pas blonde. Et comme elle sortait du film de Téchiné et qu'elle était plutôt brune dans le film, on lui en a parlé très vite pour ses cheveux ont un peu éclairci, mais elle n'était pas blonde comme on a l'habitude avec sa coiffure, etc. Et du coup, de lui remonter les cheveux comme ça, c'était un choix qui n'a pas beaucoup de bijoux, que finalement, au niveau du maquillage, ce soit assez soft. Qu'elle soit habillée de façon assez simple, avec cette espèce de petite tunique indienne que j'avais trouvée complètement par hasard. Donc on a fait des propositions, sachant que toujours avec Cédric, on ne peut pas avoir des choses trop pétulantes. Et je pense que Catherine, elle adore les trucs un peu pétulants et un peu barrés. Elle est assez rock'n'roll en fait. Or là, avec Cédric, on peut pas vraiment faire ça parce que c'est pas du tout sa sensibilité. C'est pas du tout. Je pense pas que ces choses-là l'intéressent vraiment. Donc du coup, on avait préparé des vêtements qui, en tout cas, rentraient pour moi dans la vision de Cédric, et d'ailleurs qu'il avait vu avant, qu'il avait validé avant. Et puis on les a présentés à Catherine, et Catherine, elle est incroyable parce qu'elle est. C'est une machine de guerre. Enfin, non mais je pense à tous les postes. Hein, elle sait tout, elle voit tout. Et en fait, elle a le regard important. Et elle pioche 5 trucs qu'elle a envie d'essayer. Et elle sait parfaitement, pile poil, ce qui va aller, ce qui correspond, ce qui est juste, ce qui manque de fantaisie ou où là, il n'y en a pas besoin. Et elle sait, en fait. C'est très évident pour elle. Pour elle, c'est très évident. Elle a regardé le portant, elle a pris 3 trucs, elle les a essayés. Et en fait, ça tombait pile poil et c'était ça. Et c'est ce qu'elle porte dans le film. Ah oui, c'est parfait. C'est incroyable. Bah, c'est des gens qui ont une telle connaissance du vêtement, du costume, qui ont été. Elle, en l'occurrence, elle a été habillée. Ce qui est intimidant, c'est qu'elle a été habillée par
Yves Saint Laurent. Oui, et puis par tellement de costumiers, elle a joué avec tellement de grands acteurs, elle a été dirigée par tellement de grands metteurs en scène. Moi, elle a probablement une connaissance 10 fois supérieure à la mienne du costume, en tant qu'expérience, c'est sûr. Et donc ça, c'est impressionnant, ça reste... Et à côté de ça, moi, c'est une femme que j'adore, que j'ai toujours adorée, donc j'étais pas du tout intimidée j'étais pas trop intimidée de la rencontrer. C'est quelqu'un de très chouette et qui est hyper moderne et hyper accessible et... Oh, elle a l'air. Et qui a fait des super chouettes films. Oui, c'est ça que j'adore aussi. C'est formidable de ne pas du tout s'asseoir sur ses lauriers et continuer à avoir une à travailler avec des jeunes, à essayer, à faire des premiers films, elle essaie plein de trucs. Ouais. Elle est formidable. Voilà. Ouais. Et on a commencé à en parler, mais donc on discutait des décors et du lien que tu vois. Et je sais aussi que ta sœur est chef déco. Tout à fait. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Je me disais justement, tu parles beaucoup du rapport du costume à la lumière et au décor. Et donc, toi, c'est quelque chose qui joue aussi sur ta construction. Moi, oui, mais pas du tout parce que ma sœur est chef déco. Ça n'a rien à voir. Non, c'est un hasard total qu'on fasse ça, qu'on soit dans le même. Elle moins parce qu'elle a fait les arts déco, elle s'est spécialisée en scéno. Non, parce que en fait, je me suis rendu compte très vite qu'entre ce que tu imagines quand tu es en essayage et ce que tu vois à l'image, déjà, il y a une énorme différence. Et ça, c'est la lumière. Tu peux avoir choisi un hyper bel, je sais pas, je dis n'importe quoi, un très beau vert ou un très beau brun. Et tout d'un coup, à l'image, tu vois le rendu du film. Et ça c'est que l'expérience qui te donne ça. Tu te rends compte que ça a été complètement cassé, que ton marron a l'air d'un espèce de noir, que ton vert a l'air un pauvre kaki horrible. Donc très vite, c'est hyper important techniquement d'avoir ces connaissances techniques, de savoir avec le chef-op quel genre de lumière il va faire, quel genre de filtre, quel genre de caméra il utilise, pour savoir aussi le rendu des vêtements. Et la déco, c'est pareil. Le costume prend vie dans une toile de fond. Dans un mobilier, dans des objets, avec des objets à proximité, et tout ça, ça joue, ça s'inscrit dans un univers. Enfin, pour moi, le personnage s'inscrit dans un univers et j'ai besoin de... Et puis, ça t'évite de faire des conneries. Le film où t'arrives, où la fille a un manteau rouge, parce qu'on parlait du rouge. Ouais. Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, t'as une scène dans un café, dans une brasserie parisienne, avec un banc, tu vois, avec les banquettes en velours rouge ou en cuir rouge. Tu t'es pas rencardé avant pour savoir comment était le décor de la brasserie. Ta comédienne a un manteau rouge, c'est un peu con. C'est dommage. C'est comme les draps, les scènes d'amour ou les scènes au lit, où il faut se renseigner sur quelles sont les couleurs des draps. Si tu les mets, je sais pas quoi, en t-shirt blanc, en t-shirt bleu, et que les draps sont blancs ou bleu marine. Ça fait camouflage. Ça fait un peu camouflage. Après, tu vois que les têtes, c'est pas mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des questions, c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis moi, ça m'aide, la déco, ça m'aide même pour construire le personnage, de savoir dans quel type d'appartement il vit. Tu vois, tu suis un mec, je sais pas, dans un film, il est comment son appart? Est-ce que c'est un loft? Est-ce que c'est un truc un peu haussmannien? Est-ce qu'il vit dans un appartement HLM? Ça t'en dit beaucoup, en fait. Oui, c'est ça, c'est des indices aussi. Quel genre de bagnole ils vont choisir? Dans Les Sauvages, on a vachement travaillé avec la déco, parce que c'était hyper important. La série de Rebecca Zotowski pour Canal, parce que voilà, il y avait énormément de décors, plusieurs milieux sociaux différents et énormément de personnages. C'était énorme, c'était l'inverse des Fêtes de famille. Il y avait, je sais plus, 105 rôles, 300 silhouettes parlantes et je sais plus, au final 3000 figurants, un truc comme ça. Et tout ça était très spécialisé en plus, c'était pas des trucs lambda. Donc c'était hyper important aussi de se rencarder de les inscrire, la déco m'a aidée. À construire. Oui, pour pas être à côté, pour pas faire des trucs trop chics ou pas assez chics, d'être sur le même esthétiquement dans la même gamme en fait. C'est pas facile quand tu traites d'autant de milieux sociaux, enfin d'autant de petits groupes sociaux, de pas te planter, de pas être au-dessus ou en dessous. Donc ça, c'est intéressant de voir ce qu'ils font à la déco pour savoir si vous êtes un peu dans le même. Vous êtes bien aligné. Ouais, c'est ça. Si on est aligné dans le même, si on raconte la même chose en fait, parce que ça peut arriver, hein, si tu bosses pas ensemble. Sachant qu'aux États-Unis, très souvent, il y a un poste qui existe extrêmement peu en France, qui s'appelle le directeur artistique, en fait, tout simplement, et qui chapeaute normalement tous les départements artistiques, qui fait un pont. En France, il y en a pas. Il y en a de plus en plus sur les séries maintenant, parce que ça devient un peu indispensable. Mais on appelle ça un showrunner. Mais il y en a, voilà, au cinéma, c'est un poste qui existe quasiment pas en France. Oui, c'est intéressant que le réalisateur essaie, du coup, j'imagine, d'assumer, mais... C'est au chef de poste de discuter entre eux et de se parler, quoi, de travailler ensemble, pour être sûr de raconter la même histoire, quoi.
Oui, ce qui est quand même important. Bah ouais, carrément. Et alors, on commençait à parler des Sauvages, donc la série de Rebecca Zlotowski. Est-ce que tu peux aussi nous raconter comment tu es arrivée sur ce projet? Bah pareil, rencontre. Rencontre, on m'a appelée, puis je pense qu'elle a rencontré plusieurs personnes. Et là, la série, c'est un truc très particulier parce que c'est comme l'équivalent... Enfin, là, il y avait 6 épisodes de 52, un truc comme ça. C'est une mini-série, mais donc c'est comme si tu faisais 3 longs métrages à la suite. Donc c'est quand même un gros truc. T'as 5 bons mois de tournage. Là, en l'occurrence, en prépa, on était assez short, mais on avait genre 3 mois, je crois, un truc comme ça. Ou 2 mois et demi. La série, c'est un marathon. C'est un marathon parce qu'il y a plein d'épisodes, et ce sera pareil, et tous les gens qui bossent en série vous le diront, les textes sont jamais écrits à temps, ou sont jamais parfaits, ou sont... Donc il y a beaucoup de choses qui tombent soit au fur et à mesure, soit un peu à la dernière minute. Voilà, c'est comme ça, et c'est toujours comme ça. Ouais, beaucoup d'urgence, et c'est un peu un marathon parce qu'il faut tenir sur le long terme. C'est-à-dire que comme c'est très long, il faut physiquement tenir. S'accrocher. Ouais, avoir un rythme pareil sur un long métrage normal, bon ok, mais faire ça sur quasiment 1 an, parce qu'entre la prépa et le truc, voilà, il faut tenir. Donc ça demande quand même une sacrée organisation, ces petites choses. Voilà. Et Rebecca, on s'est rencontrés avant l'été, et j'ai commencé à travailler dessus en fin octobre, je pense. Fin octobre, il y a eu un break à Noël et on a attaqué dès la rentrée. Et ça a été, le début a été très difficile parce qu'il y avait énormément de personnages, que le casting sur certaines choses est tombé un petit peu tard, mais comme ça arrive souvent, parce que voilà, c'est comme ça. Et donc du coup, voilà, il y avait beaucoup de monde, donc c'était et très dense en termes de recherche, et justement pour pas se planter. Oui, parce qu'il y a des milieux très spécifiques. Oui, en fait, mais même dans la figuration, il y a très peu... La figuration classique, on appelle ça des badauds passants. Au plan de travail, il est marqué badauds passants 20. J'ai déjà été badaud passant. Voilà, client brasserie 25. Voilà. En fait, il y avait très peu de figurations comme ça. C'était beaucoup de figurations spécialisées. Il y a tout un pôle hôpital, tous les mecs de la politique, etc. Un truc qui s'appelait le bastion social, les extrémistes, voilà, tous ces groupes extrémistes, etc. D'ailleurs, c'est pas que des extrémistes, il y a aussi des gens qui sont là pour aider, qui font du social. Il y a un peu tout, c'est une espèce de melting pot de plein de choses. Donc il y avait toutes les séquences du mariage algérien et tout ce qui se passe dans ces familles, dans cette communauté-là. Tout ce qui se passe dans le milieu du foot aussi. À un moment, il y a un épisode entier qui est un match de foot. Bon. Donc c'était très très dense. Moi je suis pas spécialement foot, mais en fait quand vous rentrez dans l'univers du foot, entre les stadiers, les stadières, les machins, les trucs, les hôtes, les hôtesses, le PC de sécurité. Oui, il y a toute une hiérarchie. Mais oui, les bancs de touche, les machins avec les entraîneurs. D'un coup ça devient un truc, ça vous prend, ne serait-ce qu'en recherche pour déjà piger où est-ce qu'on va trouver ça, comment on va faire. Voilà, donc c'était très très dense, c'était hyper intéressant, parce que hyper riche en termes justement d'univers. C'est vrai que c'est fou ce nombre d'univers, parce que déjà en aborder un, c'est un vrai travail. Oui, déjà en soi, un, c'était voilà, c'est ça, et là c'était un mode marathon avec un très speed, mais pour tout le monde, hein, c'était pareil. La déco, ils avaient je sais pas combien de décors, c'est complètement invraisemblable. En plus, ils en ont perdu plein, les pauvres. Il y a des décors qui n'ont pas arrêté de planter, parce qu'on les perdait au fur et à mesure, donc il faut les retrouver. Donc 15 jours avant, on savait pas où est-ce qu'on tournait ce truc-là. Voilà. Mais c'était très intéressant. Pareil, Rebecca a même désir de ne pas tomber dans le misérabilisme, d'avoir quelque chose d'assez flamboyant, d'assez remonté en fait. Pareil pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, en fait on suit 2 familles d'origine algérienne. Tout à fait. Une qui est la famille Chaouch, dont le père va être le nouveau président de la République française, et puis une autre famille plus modeste qui vit à Saint-Étienne. Voilà. Et le fils de cette famille est le petit ami de la fille du président, sachant que lui, le jeune est aussi l'acteur chouchou des Français, exactement, star d'une série, etc. Il a sa place au soleil. En fait, la série, c'est très intéressant parce qu'elle parle d'identité. Ce président Chaouch, finalement, quelle est sa place? Les 3 frères, il y en a un qui est devenu comédien connu et qui renie un peu le milieu dont il vient. Il y en a un qui est en prison, voilà, et qui est plutôt radicalisé. Qui s'est radicalisé, mais en même temps, dont la doctrine finalement ne tient pas la route, ou en tout cas n'appartient qu'à lui. Tout ça est tout ça traite de l'identité, et c'est un peu le sujet du film. Et le costume, du coup, c'était extrêmement intéressant à faire, parce que sur chaque personnage, il y avait ça en fait. Au-delà du thème du film, chaque personnage à l'intérieur de la même famille avait sa quête d'identité, sa recherche et sa trajectoire, exactement. Et puis
pas mal aussi des métiers qui amènent une façon de s'habiller très spécifique et tu sens un peu les batailles des deux, je trouve, notamment dans la politique aussi, c'est vraiment intéressant, je pense, d'habiller le politique, d'habiller cette fille du président qui est la directrice de la communication. Oui, et du coup, et de sortir du cliché, le monde de la politique, c'est pas le même milieu que le monde de l'entreprise, c'est pas le même milieu que... Donc elle est à la com, elle est jeune, elle est à la com, bah ouais, c'est une petite nana branchée de Paris qui bosse, qui est avant tout à la com avant d'être politicienne. Même si elle est hyper brillante, etc. Voilà, c'est pas... elle voulait absolument qu'ils soient plus vers des Obama, une famille de Obama que... Mais Roche Dizem qui joue le président, il est vraiment cette figure d'Obama, c'est vrai. Complètement, avec sa femme qui est chef d'orchestre, Amira Kazar, qui est chef d'orchestre dans le film, leur fille Jasmine, qui s'occupe de la com, qui est complètement... qui est super, super vive, qui sort donc avec Fouad, ce jeune acteur branché. Voilà, c'est aussi une famille comme on n'en voit pas beaucoup, en tout cas, une famille issue de l'immigration, et qui est française comme n'importe laquelle. Oui, exactement. Sauf que les autres Algériens, justement, ne les considèrent pas comme Algériens. Donc en fait, ils sont pas français pour les Français et pas algériens pour les Algériens. Donc c'est toujours très problématique. Et ce que je trouve aussi très intéressant dans la série, c'est que donc il y a aussi un autre personnage dont on n'a pas parlé, qui est le personnage de Marina Foïs, qui est à la sécurité. Tout à fait. Et donc qu'on va d'abord voir en uniforme. Je trouve ça aussi intéressant. Et puis après, qui va, pour des raisons que les gens découvriront, enlever l'uniforme. Et je trouve qu'il y a aussi ce rapport qui est intéressant, même pour la politique, aussi pour l'acteur, de le mariage aussi algérien que tu évoquais. Donc il y a les vêtements un peu d'apparat, de représentation. Et après, tous ces personnages, on les voit rentrer chez eux. Et mettre d'autres vêtements qui sont plus personnels, tomber un peu les masques, et j'ai trouvé ça aussi, je pense que ça devait être intéressant à travailler, d'avoir ces deux... Le personnage de Marina, c'était un... Parce que finalement la série se passe sur 6 jours ou 7 jours, donc c'est assez rapide. Le personnage de Marina, il perd assez vite, c'est son job officiel. Ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai truc à trouver. Et qu'on a trouvé avec Marina aussi, avec Rebecca et avec Marina. C'était parce qu'en fait, c'est pareil, elle, tout était possible. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas où elle habite, on ne sait pas si elle a des enfants, on ne sait pas si elle a un mec, on ne sait pas si elle a... Enfin, on ne sait rien de ces personnages. On sait juste que des femmes qui ont son poste, en général, elles sont... D'ailleurs, elles sont hyper grandes, hyper athlétiques, elles ont toutes été gardes du corps. Ce qui nous avait fait beaucoup rire au début avec Marina. C'était d'arriver à trouver un truc qui soit... Rebecca voulait quand même que ça soit classe. Souvent, c'est des gens qui s'habillent en sombre. Mais il fallait qu'elle puisse se fondre dans la foule, sans faire non plus garde du corps, ça, tout en ayant un gilet pare-balles sous elle. Donc voilà, il y avait quand même un truc à trouver au niveau de la silhouette pour qu'elle puisse être, pour qu'elle puisse être crédible sans que ce soit fade. Et sachant qu'on était contraints par les couleurs foncées, qui sont celles, les gardes du corps, ils sont censés être quand même invisibles, donc on peut se mettre en rouge, avec du bleu, du vert et du blanc, ça ne marche pas. Ça serait étrange comme stratégie. Voilà. Et après se dire, ok, cette fille, à partir du moment où elle est plus en vêtements de... Elle est plus dans son costume d'uniforme, enfin dans son costume de travail. Qui est cette fille en fait? Et c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve. C'est que c'est vrai que quand tu vois la personne en uniforme, tu as très peu d'indices. Et après, le fait de prendre ses vêtements civils, tout d'un coup, on apprend à... Est-ce que c'est une fille qui a un petit jean moulant et un petit blouson en mode de fliquette? Ou est-ce que, au contraire... C'est vrai qu'il y a toujours cette tenue qui revient. C'est un peu... Voilà, et Marina, dès le départ, elle était « Ah non, on va pas faire la fliquette, c'est pas possible et tout. » Et effectivement, se dire « Ok, bon bah... Est-ce que ce serait pas plutôt un cow-boy? Est-ce que ce serait pas un plus cow-boy avec ses boots, son jean, truc, sa peau lainée, ses gros pulls, ses chemises à carreaux? Est-ce que c'est pas... on est parti dans cette direction-là, en fait, d'essayer de trouver un truc... plus Calamity Jane, qui est bien calamiteuse, la pauvre, que le côté fliquette, un moulax avec un petit blouson. Oui, mais c'est ça, c'est chouette, ça change vraiment des stéréotypes qu'on a sur ces personnages. Après, est-ce que c'est trop loin, est-ce que ça va trop loin, est-ce que c'est lisible, j'en sais rien, mais en tout cas, on a essayé de... Moi, je pense que... On a essayé de partir dans des directions un petit peu différentes, de raconter des choses avec peu d'indications, d'essayer de leur trouver un peu une ligne à chacun.
Chacun, ils ont une ligne, en fait. Hein. Mary Casar, elle a très souvent son grand manteau rouge, son espèce de grand manteau rouge qu'elle a. Fouad, son blouson en cuir, il a un jean pendant tout le truc, qui est le même. Il change un basket, mais c'est tout. Fianso, qui joue Nazir, c'est pareil. Il est pas en mode banlieue avec des grands joggings et des machins ou des les mecs en banlieue aujourd'hui, ils sont vachement en slim, hein, ils sont vachement en prison. En prison, ils sont habillés comme en banlieue, avec des ensembles de foot et des dernières Nike à la mode, pour beaucoup, hein, de tout ce qu'on en a vu. On voulait pas du tout partir dans ce réalisme-là. Donc il est plus habillé un peu à l'américaine, avec plus des trucs Carhartt et des trucs... Est-ce que c'est réaliste? Non, je pense pas. Mais en tout cas, là pour le coup, c'est une volonté esthétique. De pas être dans un réalisme franco-français du jogging slim et de l'ensemble de foot. Oui, et ça vient rendre aussi ce que tu disais au début, attractif aussi. Oui, mais parfois c'est toujours ce truc, c'est d'essayer de faire un truc qui soit intemporel en fait. Enfin, c'est con, mais un jean Levi's ou un truc Carhartt, c'est des... Je dis Levi's, mais ça pourrait être n'importe quel jean, mais c'est des intemporels qui étaient déjà là dans les années 50 et qui seront toujours là dans 15 ans. Et qui racontent un truc, qui véhiculent un truc qui est sans trop dater une époque. Dans l'inconscient collectif, ça raconte quelque chose. Non mais c'est vrai, c'est des trucs. Le t-shirt blanc de Brando, le t-shirt blanc chez un mec, c'était déjà ça sur Brando. Ça a toujours le cas dans 20 ans. Puis il y a tout un inconscient collectif. C'est un inconscient collectif qui se construit. C'est des pièces, c'est des espèces d'intemporels. Et quand on ne veut pas trop marquer une époque ou pas trop marquer un personnage pour différentes raisons, c'est très subtil, mais d'arriver à trouver cette intemporalité qui va parler de manière familière au spectateur. En restant un peu flou. Mais c'est vrai que quand on réfléchit aux costumes des sauvages, c'est des tenues qui sont assez intemporelles. Ouais, c'est des trucs, mis à part 2-3 trucs sur les filles qui sont vraiment un peu mode, c'est des choses assez... C'est des silhouettes. C'est des silhouettes, exactement. C'est des silhouettes. Mais c'est hyper réussi, c'est vraiment un travail pharaonique. J'avoue que moi, en regardant les épisodes, ça me stressait en y pensant et en voyant arriver tout le temps des nouveaux personnages. C'était pas facile, on a beaucoup couru, et puis à un moment donné, on était très nombreux parce qu'on n'avait plus le choix. Oui, c'est ça, j'allais te demander aussi juste en termes d'organisation, d'équipe. Écoute, on est parti à la base avec une assistante prévue en renfort à la rescousse un peu avant de commencer à tourner. Puis en fait, très vite, c'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle est restée, la deuxième assistante. Puis après, il y en a eu une troisième. Après, j'avais une super équipe. Donc, on a vraiment fait un boulot main dans la main. Et à un moment donné, on était très nombreux. Puis après, il y a eu toute la partie Saint-Étienne qui s'est tournée après. D'accord. Enfin, à la suite, mais en tout cas, et ça, c'était une autre organisation. C'est-à-dire qu'on a... C'est très compliqué parce que tous les énormes décors avec énormément de figurations se tournaient sur la fin du tournage de Paris. Et on embrayait directement à Saint-Étienne avec des énormes décors. Donc il y a eu un espèce... C'est là où j'ai quelqu'un d'autre qui est arrivé et on a commencé à préparer Saint-Étienne pendant que les grosses scènes de Paris se tournaient. D'accord. C'est toute une logistique. Et encore, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est rien par rapport à ce que peut être le Bureau des légendes. Une de mes assistantes qui, elle, est sur le Bureau des légendes, là, qui termine là. C'est surréaliste, ils sont si payés en même temps. C'est surréaliste, c'est des trucs... quand je pense à Game of Thrones, par exemple, je me dis, mais par où ils ont commencé? Ils ont fait comme tout le monde, ils ont commencé par le début, doucement, et puis à dépioter, à construire petit à petit, puis tout d'un coup, mais c'est des trucs pharaoniques, c'est des chantiers. C'est du très gros chantier, C'est des très gros chantiers. Là, Les Sauvages, encore, c'était pas un truc... c'est 6 épisodes, il y a énormément de monde, énormément, mais énormément. Mais bon, voilà, ça se passait sur 5 jours, ça aurait pu se passer sur 2 ans. Et là, ça aurait été la cata. Là, il y a beaucoup de personnages qui ont que 2 costumes. Pas dans les principaux, mais dans tous les mecs de la politique. En général, ils ont 1 ou 2 costumes et des changements de chemise et cravates, mais ils n'ont pas... Voilà, il y a des moments où... Et puis, de toute façon, c'était important aussi parce qu'il y a tellement peu de jours dans l'histoire et tellement de gens que c'est parfois plus important de ne pas changer de costume, d'avoir très peu de changements de costume pour qu'il soit bien identifiable par le spectateur aussi. Parce que c'est vrai, qu'il faut bien retenir chacun. Il faut bien retenir chacun. Et que métamorphose à chaque fois. Exactement. Alors parfois, il n'y a pas besoin de... On a tendance à vouloir parfois trop changer les personnages, alors qu'en fait, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et déjà, dans la vie, on ne change pas 25... Enfin, je veux dire,
on se change quand même un petit peu dans la semaine, espère. On espère. Mais voilà, un jean, on le met plusieurs jours. Oui. Voilà. Et en plus, ils sont quand même dans une période de crise, notamment. Ils sont dans une période de crise, ils dorment pas, machin. Bien sûr, à... exactement. C'est encore plus crédible de se dire qu'ils ont juste. En fait, dans la vie, oui, probablement ils se changeraient. Mais pour le spectateur, il y a un moment donné, en fait, le spectateur ne verra pas la différence. Ça m'est déjà arrivé de faire l'erreur inverse sur un film parce qu'on voyait très peu l'extérieur. Donc on avait très peu de moyens de faire comprendre aux spectateurs que les jours passaient. Du coup, on avait décidé à la mise en scène de changer avec les costumes, de montrer aux spectateurs que le jour changeait grâce au changement de vêtements. Et en fait, c'était une connerie parce que déjà, tu t'en foutais, on s'en foutait en regardant le film, et même en lisant le scénario, de savoir qu'on changeait de jour. Ce qui était intéressant, c'était les gros changements dans l'histoire, pas tellement le nombre de jours. Et surtout, il y a trop de changements de costumes. Du coup, ça parasite. Il y a des moments où tu te dis, mais tu comprends pas que ça a changé de jour, donc tu te dis, mais ils ont fait un faux raccord, pourquoi elle a changé de chemise, ou pourquoi il n'y a plus la même cravate. C'est plus, plus visible. Oui, ça se retourne dans l'autre sens, parce qu'on se dit, il y a eu des erreurs. En fait, non, mais c'est juste que c'était pas assez lisible. C'est pas assez lisible, et en fait, ça n'avait pas d'intérêt. Donc parfois, c'est plus intéressant de ne pas trop changer les personnages. Parce que le spectateur n'a pas besoin, en fait, d'avoir l'œil constamment... Oui, ça peut le distraire. Oui, ça peut le distraire, et c'est pas nécessaire. Si l'histoire est bien écrite et bien rythmée, ça suit naturellement, en fait. Très bien. Voilà. Et est-ce qu'il y a un type de projet sur lequel tu aimerais particulièrement travailler Pourquoi il y en a plein. Non, j'aimerais bien refaire un peu du film d'époque. Ça fait 3 ans, mais j'en ai en tout cas prévu en principe l'année prochaine, donc ça serait bien. Super. Voilà, tout ça, j'aimerais vraiment remettre les mains un peu dans la fabrication, les belles matières et tout ça. J'aimerais bien aller travailler un peu à l'étranger, avec d'autres cultures, voir d'autres manières de faire. Parce que c'est une des richesses de ce métier-là, hein, c'est clairement, c'est les... Et c'est en même temps les trucs les plus crevants et parfois les plus négatifs, mais c'est que c'est un métier où tu découvres à chaque fois c'est différent, tu travailles avec des gens différents, même si au bout d'un moment tu les recroises, ça reste quand même un métier où tu apprends des trucs différents à chaque fois, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau projet, tu vois voyager, moi même en France, j'ai voyagé dans des coins en France où j'ai vu des trucs, tu vois des trucs que jamais tu auras l'occasion de voir, jamais. La prière, quand on a tourné ce truc-là au fin fond du Vercors, dans une espèce d'endroit surréaliste, tellement c'était beau. Voilà, Alors, parfois ça t'amène à l'étranger. Moi j'ai tourné au Maroc, des hommes et des dieux, ou en Algérie, justement, l'histoire de Judas, tout ça. Et c'est pareil, c'est des trucs. Jamais j'aurais été dans le sud de l'Algérie, passer 3 mois sans avoir l'armée en plus. Enfin voilà, c'est des expériences de vie assez extraordinaires. Et donc à chaque fois tu te confrontes à notre culture, voilà, et même en France, hein, c'est pareil, hein, tu découvres une autre région, les régions, etc. Exactement. Et du coup, ça fait partie des choses extrêmement enrichissantes de ce métier, c'est qu'on raconte des histoires, on passe notre temps à raconter des histoires à travers le vêtement ou raconter des histoires de personnages, mais on s'en construit aussi. Et le costume, en tout cas au cinéma, c'est aussi énormément une aventure humaine. Et cette chose-là, c'est une chance. Hein. Moi, je mesure ma chance d'exercer ce métier. Après, ça a ses inconvénients, qui est que tous ces métiers-là, c'est pas des métiers, c'est des choix de vie. Oui. C'est-à-dire que quand tu bosses trop, clairement, au détriment de la vie de famille, des amis, nanana. Et quand tu bosses pas du tout. Et tu sais jamais quand tu vas rebosser. Donc c'est des... Voilà, il faut... Et c'est pareil pour les comédiens, c'est pareil pour tous ces métiers-là. Hein. C'est des métiers, c'est des choix de vie, en fait. C'est des métiers qui sont d'une richesse et d'un luxe extraordinaire, de pouvoir avoir du temps libre, de pouvoir à chaque aventure découvrir des choses aussi bien visuelles qu'humaines, que voilà. C'est des voyages à chaque fois, mais voilà, ça a aussi un prix qui est que tout ça est d'une grande instabilité, parfois d'une grande précarité, et en même temps, bah voilà, c'est des métiers de passion, quoi. Donc avec ses hauts, ses bas, ses moments très riches et puis ses moments très tristes. Mais le costume, c'est un vrai fil, physique et texturé pour raconter une histoire. Merci à Alice Cambournac de nous avoir parlé avec passion et franchise de son métier de créatrice de costumes. Si vous aimez Profession costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous.